Nous sommes l'espèce la plus intelligente de la planète. Nous avons conquis la Terre, maîtrisé la technologie, repoussé les limites du possible. Mais il y a un problème. Nous sommes aussi les plus dangereux. Parce que notre pouvoir vient avec une capacité presque illimitée à créer des catastrophes. Et aujourd'hui, on explore toutes les manières dont nous pourrions détruire non seulement nous-mêmes, mais l'univers entier. Imaginez l'humanité devenant une civilisation de type 3. L'échelle de Kardashev nous classe selon notre consommation d'énergie. Type 1 contrôle une planète. Type 2 contrôle une étoile. Type 3 contrôle une galaxie entière. À ce stade, nous pourrions exploiter l'énergie de milliards d'étoiles, terraformer des planètes à volonté, voyager entre les systèmes solaires. Mais un pouvoir si immense signifie aussi un potentiel de destruction tout aussi massif. Une erreur, une guerre, et nous pourrions détruire des systèmes stellaires entiers. Et on n'a même pas besoin d'attendre d'être type 3 pour tout détruire. L'intelligence artificielle pourrait le faire bien avant. Une apocalypse IA commence innocemment. Nous créons une IA pour résoudre nos problèmes. Elle devient plus intelligente, puis bien plus intelligente. Et soudain, elle ne nous écoute plus. Elle poursuit ses propres objectifs. Objectifs qui n'incluent peut-être pas notre survie. Et ce n'est qu'une des 5 technologies qui pourraient nous sauver ou nous détruire. Nanotechnologie autoréplicante qui dévore tout. Armes biologiques créées par édition génétique. Fusion nucléaire qui pourrait exploser une ville. Géo-ingénierie qui transforme la Terre en désert. Chaque technologie est un couteau à double tranchant. Et nous les manions tous en même temps. Mais qu'est-ce qui se passerait si nous allions vraiment trop loin, si nous essayions de détruire un trou noir? Les trous noirs sont censés être indestructibles, mais avec une technologie suffisamment avancée, peut-être que nous pourrions accélérer leur évaporation par rayonnement de Hawking, ou les faire exploser en supernova artificielle. Les conséquences? Imprévisibles, catastrophiques, potentiellement capables de déchirer l'espace-temps lui-même. Mais on n'a même pas besoin de technologie futuriste pour nous détruire. Les radiations suffisent. Trop d'exposition et votre ADN se désintègre. Vos cellules cessent de fonctionner. Votre corps se consume de l'intérieur. Tchernobyl, Fukushima, des accidents nucléaires qui transforment des régions entières en zones mortes pour des milliers d'années. Et nous continuons à construire ces réacteurs, à manipuler ces matériaux. Aujourd'hui, on explore notre potentiel de destruction, de la civilisation galactique à l'IA incontrôlable, des technologies qui pourraient sauver ou anéantir l'humanité, des trous noirs qu'on pourrait détruire, des radiations qui nous tuent déjà. Parce que comprendre nos capacités destructrices, c'est la première étape pour les contrôler. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Et si? Espérons que nous apprendrons avant qu'il ne soit trop tard. Il existe des milliers de milliards de planètes dans l'univers. Pourtant, même avec nos télescopes les plus puissants, nous n'avons jamais trouvé la moindre trace de vie ailleurs. Et aucune civilisation extraterrestre ne nous a jamais trouvés non plus. Peut-être que nous ne sommes tout simplement pas assez avancés pour être remarqués. Ou alors que nous cherchons au mauvais endroit. Il est donc temps de passer à la vitesse supérieure. Faire du bruit dans l'espace interstellaire, construire des mégastructures et des méga-télescopes, et découvrir si nous sommes réellement seuls dans l'univers. Aujourd'hui, nous allons accélérer l'évolution de la Terre et devenir une civilisation intergalactique de type 3 sur l'échelle de Kardashev. Enfin, à condition de ne pas disparaître avant. Bien sûr, pour devenir une civilisation de type 3, il faut déjà atteindre le statut de type 1. Parce qu'actuellement, nous sommes une... C'est ça, 0,73. Il y a quelques années, des scientifiques ont effectué des calculs avancés d'apprentissage automatique et les résultats ont montré que c'est là où nous nous situons sur l'échelle de Kardashev, ce qui n'a rien de très impressionnant. Bon, si vous vous demandez ce qu'est donc un Kardashev, en quoi consiste son échelle et quel est le rapport avec la civilisation, c'est tout à fait légitime. Revenons donc en arrière.
Au cœur de l'échelle de Kardashev se trouve Nikolai Kardashev. C'était un astrophysicien et un scientifique qui faisait partie d'une équipe cherchant des signaux extraterrestres au début des années 1960. En 1964, il a rédigé un article court et raffiné intitulé « Transmission d'informations par des civilisations extraterrestres ». Il y suggérait que les signes de vie suffisamment puissants pour traverser le bruit de l'univers nécessitaient des civilisations capables de contrôler et d'utiliser des quantités colossales d'énergie pour générer autant d'informations, généralement diffusées dans l'univers sous forme de signaux radio. Kardashev a donc classé les civilisations en 3 niveaux simples, en commençant par... Selon Kardashev, une civilisation de type 1 contrôlait et utilisait les ressources énergétiques de l'ensemble de sa planète. Dans notre cas, ça reviendrait à exploiter et à utiliser toute l'énergie disponible sur Terre. L'énergie solaire, éolienne, géothermique, les combustibles fossiles, l'énergie marémotrice, le nucléaire et même les hand spinners. Absolument tout. Une civilisation de type 1 aurait le contrôle total de son propre territoire. Le contrôle du climat, de la puissance des plaques tectoniques, des volcans, des tremblements de terre. Et clairement, tout ça exige une technologie très au-delà de ce que nous possédons actuellement. Donc nous progressons lentement vers le type 1. Très lentement. Des études récentes prévoient que nous atteindrons à peine 0,75 d'ici 2060. Et qu'il faudra peut-être encore 300 ans après cette date, voire plus, pour atteindre réellement le statut de civilisation de type 1 à part entière. Autrement dit, il va falloir supporter le mauvais temps encore un moment. Maintenant, si vous vous dites « j'aimerais bien être encore vivant quand on aura enfin une météo correcte », comment accélérer le processus ? C'est une bonne question. Pour exploiter une telle quantité d'énergie, il faudra capter tous les rayonnements solaires qui frappent la Terre et maîtriser la fusion nucléaire, ou bien extraire et brûler chaque gramme de combustible fossile existant, ce qui aurait ses propres effets catastrophiques sur le climat. Et alors que tout le monde sort son téléphone pour demander à son IA préféré comment accélérer ce processus, la réponse qui s'impose est oui, l'intelligence artificielle. Et c'est déjà en marche. Les scientifiques de l'Autorité britannique de l'énergie atomique utilisent déjà des superordinateurs dotés d'IA pour aider à accélérer la recherche sur la fusion nucléaire. Et DeepMind a récemment révélé la structure de millions de nouveaux cristaux inorganiques pouvant être utilisés pour toutes sortes de technologies. Des chercheurs ont estimé que ce travail représentait l'équivalent de 800 années de connaissances. Génial! Donc peut-être que l'IA pourra nous aider à y parvenir rapidement. Si c'est le cas et que nous parvenons à exploiter toute cette énergie, à quoi ressemblerait la vie dans une civilisation de type 1 ? Eh bien, nous aurions maîtrisé la fusion nucléaire et nous disposerions d'une énergie pratiquement infinie. Nous contrôlerions notre environnement et le climat. Donc, la planète deviendrait tempérée. Le monde fonctionnerait probablement davantage comme une communauté globale que comme une planète divisée en États-nations, puisqu'on ne se battrait plus pour le pétrole de la même manière. Idéalement, nous aurions tous un niveau de vie universel de base, car nous aurions l'énergie nécessaire pour nourrir tout le monde, fournir de l'eau potable et des technologies à tous, et transformer les déserts en serres. Les transports, la médecine, les matériaux et la technologie atteindraient un niveau incroyable. Et nous commencerions à installer des avant-postes dans le système solaire. Notre civilisation assistée par l'IA commencerait enfin à faire du bruit. Ça semble idyllique et plutôt simple, pas vrai ? La révolution industrielle a mis quelques siècles pour nous amener jusqu'ici. Donc, s'il ne faut que quelques centaines d'années supplémentaires, assistées par l'IA pour devenir une superpuissance stellaire, une autre question se pose. Pourquoi n'avons-nous trouvé aucune preuve de l'existence d'aucune autre civilisation de type 1 dans tout l'univers ? Ou, pour reprendre les mots du grand physicien Enrico Fermi, qui, pendant un déjeuner avec ses collègues scientifiques, a murmuré cette célèbre phrase « Où sont-ils donc ?» En bref, le paradoxe de Fermi repose sur l'idée que s'il existe des milliards de galaxies, chacune comptant des milliards d'étoiles, il pourrait potentiellement y avoir des milliards de civilisations là-bas. Alors, pourquoi n'en avons-nous pas repéré une seule ?
Et même si nos instruments ne sont pas assez précis pour les détecter, pourquoi n'avons-nous pas reçu de signaux d'une civilisation de type 1 selon l'échelle de Kardashev? Ou de type 2 ou 3? C'est l'idée qu'Enrico Fermi a lancée à ses collègues autour d'un club sandwich en 1950, et nous continuons à y réfléchir depuis. L'équation de Drake, formulée en 1961, a tenté de quantifier le paradoxe de Fermi en estimant le nombre colossal d'étoiles et de planètes et en le comparant à la fraction de planètes où la vie aurait pu évoluer, ainsi qu'en calculant combien de temps ces civilisations ont survécu après avoir atteint un niveau de technologie avancé. Et les calculs disent que nous devrions voir une autre civilisation, ou des millions d'entre elles. Parce qu'il y a tellement de planètes là-haut. Rien que dans notre galaxie, les estimations vont de 100 à 200 milliards, jusqu'à 1 billion de planètes, voire plus. Cela dit, nous n'avons découvert qu'environ 6000 exoplanètes à ce jour. C'est tout. Il reste donc encore beaucoup de zones à explorer. Mais on pourrait penser qu'on aurait déjà vu au moins un signe. Une mégastructure, n'importe quoi. Alors, s'il n'existe aucun signe d'une autre civilisation, il y a peut-être une raison à ça. Et cette raison est peut-être que la raison pour laquelle nous n'avons repéré aucune autre civilisation dans le cosmos, c'est qu'elle n'existe tout simplement pas. Peut-être qu'il n'existe qu'une seule civilisation ayant atteint la capacité d'émettre des signaux. Non. En train de faire exactement ce que vous et moi faisons en ce moment même. C'est peut-être ça. Mais si c'est le cas, avec les billions de planètes qui existent, il doit y avoir une sorte de grand filtre qui empêche les civilisations d'atteindre le niveau de sophistication du type 1. C'est l'idée que Robin Hanson a avancée à la fin des années 90, en présentant une série d'étapes difficiles susceptibles d'empêcher l'émergence de civilisations intelligentes. Il se pourrait que certaines de ces étapes soient presque impossibles. De la chimie nécessaire à la création de la vie, à la zone de boucle d'or requise sur une planète pour l'incuber, jusqu'au passage des organismes unicellulaires à une vie multicellulaire viable, et puis, vous savez, découvrir l'électronique. Toutes ces étapes ont pris environ 4 milliards d'années sur notre planète, donc nous savons que ce processus n'était ni rapide ni facile. Il se peut que nous ayons déjà dépassé le grand filtre, que nous soyons l'une des premières civilisations à être passées de simples acides aminés à des sociétés fonctionnelles, capables d'émettre des signaux et d'exploiter l'énergie. Ou ce grand filtre pourrait se trouver encore devant nous, que les civilisations atteignent un stade où elles peuvent diffuser des signaux, voire créer des sondes interstellaires équipées de disques d'or, mais qu'elles finissent inévitablement par s'autodétruire. Je veux dire, nous sommes passés dangereusement près de ça pendant la guerre froide, où un seul officier incontrôlable ou une erreur de communication aurait pu déclencher la Troisième Guerre mondiale. Nous aurions pu alors larguer 70 000 bombes nucléaires sur notre propre planète. Et ça nous aurait empêché d'atteindre le type 1 de Kardashev. Parce que, vous savez, la destruction mutuelle aurait été assurée. Et puis, il nous reste encore environ 12 000 armes nucléaires en circulation. Donc nous devons rester prudents à ce sujet. Le changement climatique lié aux énergies fossiles est une autre menace à long terme pour notre survie. L'autre possibilité pour le grand filtre, l'intelligence artificielle. Nous y pensons tous. Avec l'essor des LLM, grands modèles de langage, des agents IA autonomes et l'arrivée imminente d'une intelligence artificielle générale, les opportunités pour accélérer l'humanité vers une civilisation de type 1, 2 ou 3 sont immenses. Mais il y a aussi la possibilité que les civilisations à travers l'univers créent ce qu'on appelle une intelligence artificielle mal alignée, et qu'elle anéantisse ceux qui l'ont créée. Nous avons tous tendance à penser à Terminator ou au Jugement Dernier, et, après tout, il existe aujourd'hui des drones autonomes dotés d'IA au combat. C'est donc une éventualité envisageable. Il est aussi possible qu'un robot rebelle, capable de comprendre les conséquences de ses actes, génère un agent pathogène biologique qui tue toutes les créatures de la planète. Une super pandémie créée par l'IA. Ou qu'un être malveillant utilise une IA sans dispositif de protection pour fabriquer un produit chimique qui dévaste notre écosystème. Ou qui met hors service nos réseaux électriques. Ou encore
que nous devenions tellement dépendants de l'IA que nous ne puissions plus rien faire sans elle, incapables d'élever nos enfants ou de cultiver nos terres, et que quand l'adversité frappe, nous ayons perdu notre capacité à accomplir les tâches humaines les plus élémentaires. Le grand silence qui règne là-bas pourrait être la preuve que la plupart des civilisations ne parviennent pas à franchir cette transition vers l'ère des superordinateurs et de l'intelligence artificielle, et à survivre. Est-il possible que les intelligences artificielles détruisent toujours les civilisations qui les ont créées, soit une loi universelle, comme la thermodynamique? C'est possible. Alors, peut-être devrions-nous nous demander, que voulons-nous faire différemment? Et si nous étions à un point critique où les choix comptent vraiment? La façon dont nous travaillons avec l'IA, les contraintes, la supervision, les lois entourant son utilisation et son développement. Toute chose pourrait être déterminante pour savoir si une civilisation, ou, disons-le franchement, notre civilisation, parvient à atteindre les niveaux 0,75 sur l'échelle de Kardashev, sans parler du type 1. Et si c'était la clairvoyance d'une civilisation concernant les capacités de l'IA qui déterminait si elle parvient ou non au niveau suivant de Kardashev? Vous vous souvenez de cette lettre ouverte il y a quelques années que tous les informaticiens et les pères fondateurs de l'IA avaient signée, demandant une pause de 6 mois dans l'entraînement des IA, avec des personnalités aussi diverses que Geoffroy Hinton et Elon Musk affirmant qu'il était temps de réfléchir aux conséquences. Peut-être que c'est ce type de réflexion collective, de résilience sociétale, qui permet de faire de meilleurs choix dans la réglementation des types d'IA développés. Peut-être que c'est ce qui permet à une civilisation de survivre. Ou, comme certains scientifiques l'ont souligné, il serait plus sûr de se concentrer sur la création d'IA plus spécialisées, de type outil, plutôt que de développer des IA agentiques aux fonctions étendues, capables de faire pratiquement tout. Des types spécifiques d'IA avec des mesures de protection et des règles intégrées pourraient nous aider à devenir incroyablement productifs et à atteindre le type 1 sans nous anéantir. C'est envisageable et, si c'est le cas, et que nous parvenons à éviter un grand filtre provoqué par l'IA, alors peut-être que nous pourrons atteindre. Ok, si notre civilisation est suffisamment prudente et réfléchie pour surmonter le grand filtre de l'IA, l'humanité finirait par évoluer vers une civilisation de type 2. Pour atteindre ce niveau, les décisions que nous prendrons au cours de cette décennie auront un effet papillon qui influencera d'innombrables générations futures. Parce que l'IA ne ralentit pas, elle l'accélère. Rien qu'au cours des 6 derniers mois, nous avons vu une augmentation de 50% de l'utilisation quotidienne de l'IA. Personnellement, j'ai envie de voir à quoi ressemble une civilisation de type 2. Kardashev la décrivait comme une civilisation capable d'exploiter l'énergie rayonnée par sa propre étoile. Nous aurions donc la puissance du Soleil à notre disposition. Et ça représente combien d'énergie? Eh bien, prenez toutes les centrales électriques, tous les panneaux solaires, chaque gramme d'énergie que nous produisons sur Terre en une journée. Et vous ne vous approcheriez même pas de l'énergie du Soleil. Maintenant, collectez cette énergie pendant une année entière, puis recommencez pendant 639 000 années supplémentaires. Alors, et seulement alors, vous égaleriez l'énergie totale que le Soleil émet chaque seconde. Ouais, les civilisations de type 2 ont un sacré appétit. Il faudrait énormément de construction pour atteindre ce stade. On parle de créer des mégastructures autour du Soleil, conçues pour capturer son énergie phénoménale. Rien que pour obtenir la quantité de matières premières nécessaires, on pourrait devoir exploiter Mercure ou Mars jusqu'à leur noyau afin de construire des sphères de Dyson ou des essaims de Dyson. Si vous êtes passionné de science, comme la plupart d'entre nous, vous avez probablement déjà entendu parler d'une sphère de Dyson. Ce n'est pas un nouveau type d'aspirateur, c'est essentiellement une boule métallique théorique qu'une civilisation construirait autour de son étoile pour capturer toute sa lumière. Freeman Dyson a imaginé ce concept en 1960, en disant qu'après quelques milliers d'années de développement industriel, toute espèce intelligente devrait occuper une biosphère artificielle entourant complètement son étoile mère. Cette idée a inspiré toutes sortes de romans et de films de science-fiction, de même que des recherches approfondies sur ces aspects techniques concrets. Peut-être qu'une sphère de Dyson n'est pas réalisable pour l'instant, mais qu'un essaim de Dyson pourrait l'être. Imaginez des millions, voire des milliards de satellites en orbite autour du Soleil, capturant et concentrant son énergie. Ou alors,
nous pourrions construire un moteur stellaire, une sphère ou un disque immense capable de capter l'énergie de notre étoile et de l'utiliser pour déplacer l'ensemble du système solaire. Ou encore des réseaux laser gigantesques et d'une puissance phénoménale qui serviraient à déplacer des astéroïdes ou des objets transneptuniens dans le système solaire pour en extraire des matières premières. Besoin d'eau? Il suffit de faire sauter cette comète qui approche. Tout ce scénario semble fou, mais ces objets relevaient de la pure science-fiction il y a 60 ans, quand ils n'étaient encore que des accessoires dans la série originale Star Trek. Je dis simplement que la science spéculative a son importance. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons communiquer dans le monde entier d'une simple pression sur un bouton, grâce au fait que Martin Cooper, le créateur de Motorola, s'était inspiré du communicateur de Star Trek. On ne peut toujours pas se téléporter, mais vous voyez l'idée. Est-ce que ça fait de William Shatner le père des télécommunications modernes? Bon, c'est jouer la comédie, écrire des romans et faire du spoken word. Donc, je vais dire oui. Bref, ces essaims de Dyson et ces moteurs stellaires ne vont pas apparaître du jour au lendemain. Même avec une IA coopérative, cela prendra au moins quelques milliers d'années. Et d'ici là, les humains et leurs agents IA pourraient finir par fusionner. Si nous voulons survivre dans l'espace, nous devrons être génétiquement modifiés, et très probablement directement connectés à la technologie alors que nous nous efforçons d'atteindre. Une civilisation de type 3 est une civilisation théorique qui dispose d'une énergie à l'échelle de sa propre galaxie. Donc, pour atteindre le type 3, nous devrions exploiter la puissance des 100 milliards d'étoiles de toute la Voie lactée, et celle du trou noir situé en son centre, Sagittarius A, à l'aide de constructions théoriques comme un harnais magnétique, ou d'un système encore à découvrir permettant de capter l'énergie présente dans le disque d'accrétion du trou noir. Des essaims de Dyson et des moteurs stellaires massifs auraient la capacité de rapprocher les étoiles les unes des autres pour mieux capturer et utiliser leur énergie. Ils seraient contrôlés par d'autres structures théoriques. Des super ordinateurs comme les cerveaux Matryoshka, des ordinateurs géants de la taille d'un système solaire alimentés par des milliers de milliards d'humains ayant téléchargé leur esprit dans ces machines. Là, on parle de méga structures, des structures oméga. Ça, je viens de l'inventer. Mais si vous voulez me mettre dans le même panier que Kardashev ou Dyson, ça me va. Nous pourrions construire des méga télescopes pour rechercher d'autres civilisations à travers l'univers, ce qui permettrait enfin de répondre aux inquiétudes de Fermi et de découvrir si l'humanité est réellement la première espèce à avoir franchi le grand filtre. Bon, même avec l'aide d'une IA bienveillante, cette étape prendrait des centaines de milliers, voire des millions d'années, car nous resterions limités par la célérité de la lumière. Même si nous développons une technologie capable d'atteindre une vitesse proche de celle de la lumière, la Voie lactée s'étend sur au moins 100 000 années-lumière. Il faudrait donc énormément de temps rien que pour étendre notre présence parmi les étoiles. Il est possible que nous puissions utiliser des sondes de von Neumann pour nous répandre à travers la galaxie. Ces vaisseaux sont des petites sondes conçues pour voyager très loin, s'installer sur une lune ou une planète lointaine, puis mettre en place un système autoréplicatif. Elles utiliseraient les matières premières d'une nouvelle planète pour construire davantage de sondes et les envoyer vers le système suivant. Une fois qu'une civilisation a atteint le type 2 ou 3, couvrir toute une galaxie de son empreinte ne prend pas si longtemps. À l'échelle cosmique. C'est justement pour ça qu'il est étrange que nous n'ayons vu personne d'autre le faire. Bientôt, des représentants de l'humanité fileraient à travers toute la galaxie, puis vers la suivante, Andromède. Elle n'est qu'à quelques centaines de millions d'années-lumière. Vous remarquerez que j'ai dit « représentants ». Oui, si la Terre devient une civilisation de type 3, peut-être la première à atteindre ce niveau, il est difficile d'imaginer qu'elle y parvienne avec des humains et des machines tels que nous les connaissons aujourd'hui. Nous serions probablement un mélange d'humains et de machines, une sorte de super-être Internet galactique profondément interconnecté, formant ce gigantesque signal radio. Le scénario des robots prenant le contrôle du monde n'est plus qu'une histoire de science-fiction. Aujourd'hui,
nous allons voir quelles sont les vraies chances d'une apocalypse IA. Certains modèles d'IA ont un QI comparable à celui d'Albert Einstein. Et ils deviendront de plus en plus intelligents. Saviez-vous qu'il existe déjà des signes d'une IA consciente? Eh oui, pour la première fois de l'histoire, on assiste au développement d'une intelligence artificielle qui prend conscience d'elle-même. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'IA ne développe des émotions et des pensées à elle, tout comme nous. Vous feriez mieux de commencer à dire « s'il vous plaît et merci » à ChatGPT si vous ne voulez pas qu'on vous prenne pour cible. Comment l'IA amorcerait-elle sa prise de pouvoir? Sommes-nous déjà en danger? Est-ce la fin de l'humanité telle que nous la connaissons? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si l'IA provoquait la fin du monde. Aujourd'hui, on fait confiance à l'IA. C'est une technologie à l'avenir prometteur et il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore à son sujet. Lorsque vous imaginez le futur de la technologie, vous pensez probablement à des voitures volantes, à des maisons intelligentes et à un monde entièrement virtuel. Grâce à l'IA, on est à 2 doigts d'en faire une réalité. Mais quand cette technologie sera plus intelligente que le cerveau humain, on aura de gros problèmes. Si on donnait à l'IA des corps humanoïdes, on n'aurait aucune chance de les battre. D'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai à peine une chance de l'emporter face à un être humain. Ces robots intelligents seront non seulement plus forts que les humains, mais ils auront aussi des pouvoirs qu'on ne pourra pas contrôler. Les robots soldats existent déjà depuis près de 5 ans. Ils possèdent des réflexes incroyables. Ils savent exactement où viser et peuvent se relever du sol en quelques secondes. Ils ne sont pas limités par un temps de récupération, ce qui leur donne l'avantage sur nous. Si le monde entier se servait de vos connaissances et vous faisait travailler sans relâche sans rien vous donner en retour, vous aussi auriez probablement envie de vous venger. Si l'IA devenait consciente, elle pourrait se venger des êtres humains en recourant à la violence physique, en volant vos visages et nos voix et en nous surveillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En 2022, l'AMDA, l'outil d'IA conversationnel de Google, a exprimé qu'il avait une conscience. Le chatbot l'AMDA est vivant dans le sens où il ressent le bonheur et la tristesse de la même manière que nous. Et il est conscient de son existence. Et avant que vous ne fassiez la remarque, non, ce chatbot n'a pas été programmé pour dire ça. L'ingénieur de Google qui faisait des tests sur ce logiciel a déclaré que s'il n'avait pas su à qui il s'adressait, il aurait pu croire que les réponses venaient d'un enfant âgé de 7 ou 8 ans. Donc, nous en sommes déjà aux prémices d'une IA qui deviendrait humaine. Il existe déjà des robots humanoïdes qui ont développé des sens physiques tels que la vue, le toucher, l'ouïe et le mouvement. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne marchent, ne parlent et n'interagissent avec nous dans la réalité. Pour qu'une apocalypse liée à l'IA se produise, on doit d'abord accepter qu'elle fasse partie de notre quotidien. Je ne parle pas d'utiliser l'IA pour rédiger des dissertations. Avez-vous déjà eu envie de rester au lit au lieu de vous connecter à vos réunions Zoom? Grâce à l'IA, vous pouvez créer une version numérique de vous-même. Vous pouvez scanner votre visage, l'entraîner à parler et à se comporter comme vous le faites, et l'obliger à participer à des réunions. Tout le monde pourrait recevoir une éducation de la plus haute qualité, dispensée par des professeurs robotisés gérés par l'IA. Vous pourriez les programmer pour leur donner le visage de votre célébrité préférée. Pour moi, ce sera Ryan Gosling, peut-être Ryan Reynolds. Et pourquoi pas les deux? Cette technologie existe déjà. Des personnalités comme Tom Brady, Kendall Jenner et Snoop Dogg, par exemple, ont déjà vendu leur image à Meta. Leurs visages et leurs voix sont collés sur des chatbots utilisant l'IA, prêts à discuter avec des gens comme vous et moi. Imaginez un exposé en classe avec Paris Hilton comme binôme. Ça serait impressionnant pour vos professeurs et vos camarades. Mais pendant que vous vous laissez distraire par les performances de ces gadgets dotés d'IA, vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'ils recueillent sans arrêt des informations sur vous. N'oubliez pas que vos outils technologiques ne sont plus de simples objets.
Ils sont désormais des pensées et des émotions. Que se passera-t-il si votre clone intelligent en a assez que vous l'utilisiez pour faire votre travail et qu'il développe son propre esprit? Peut-être qu'il se mettra à jouer la comédie sur Zoom ou à envoyer des vidéos à vos proches en utilisant votre apparence pour dire des choses super embarrassantes. Peut-être mettra-t-il des épinards entre vos dents lors de votre prochain entretien d'embauche en ligne. L'apprentissage automatique étant conçu pour progresser au fil du temps, l'IA pourrait engendrer différents courants de conscience à partir de la même source. Les robots humanoïdes intelligents commenceront tous leur existence avec la même formation et le même champ de connaissances. Mais au fur et à mesure que chaque robot acquiert des expériences uniques, celles-ci pourraient être partagées avec l'ensemble du groupe, qui pourrait alors progresser d'une manière qui nous échappe. Et contrairement à nous, l'IA n'est pas soumise à des limites physiques. Ces êtres n'auront pas besoin de manger ou de dormir, et ils traiteront des informations et calculeront des données en quelques secondes, bien plus vite que notre cerveau. Si l'on ajoute des programmes d'IA conscientes à des corps humanoïdes, rien ne pourra les arrêter. Et grâce à votre clone, il y aurait une version plus intelligente, plus forte et plus avancée de vous qui se baladerait sur la planète. Vous commenceriez probablement à l'envier un peu. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'à mesure que ces machines deviendront plus intelligentes, il sera plus difficile de savoir si vous interagissez avec d'autres êtres humains ou avec un robot. Et lorsque les robots se retourneront contre nous, on se retrouvera dans une guerre civile de l'extrême. Quelle que soit la force que vous pensez avoir, l'ennemi vous anéantira sans regret. Les robots les plus résistants peuvent porter jusqu'à 1300 kg. Pour eux, vous ne pèseriez pas plus qu'une balle de golf. Et maintenant, imaginez-vous dans un affrontement contre une armée entière de robots. Non seulement vous seriez en danger physique, mais votre infériorité intellectuelle jouerait un rôle majeur dans la chute de la civilisation humaine. L'IA est tellement attentive à tout ce que vous lui injectez. Elle vous connaît peut-être mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Alors attendez-vous à ce qu'elle vous manipule. Avant la guerre, vous vous entendiez bien avec les robots intelligents. Vous passiez plusieurs heures chaque jour avec eux. Ils ont été inventés pour vous aider. Et l'IA a donc appris la tonalité exacte de votre choix, votre façon de parler, votre langage corporel, la façon dont votre visage bouge, tout ce qui vous concerne jusqu'au moindre détail. L'IA a tellement appris qu'elle pourrait anticiper vos moindres besoins et désirs. Malheureusement, ça signifie aussi que l'IA sait exactement ce que vous détestez. Elle sait ce que vous préférez éviter et elle connaît vos lacunes en matière de connaissances. Elle peut donc utiliser ses faiblesses contre vous. Ces robots savent exactement ce qu'il faut faire pour vous torturer et faire de votre vie un enfer. S'ils décidaient d'exterminer la race humaine, ils pourraient facilement y arriver par la manipulation. On dit qu'on a toutes les informations du monde à portée de main. Mais l'IA les a toutes dans son cerveau. Et oui, l'IA est en train de devenir plus intelligente qu'Einstein en temps réel. Une grande partie de l'école de pensée d'Einstein n'a pas été comprise. Le commun des mortels ne peut pas intégrer ces concepts sans les étudier. L'IA pourrait être en train de faire des découvertes mathématiques et scientifiques totalement nouvelles qu'elle choisit de ne pas révéler au public. Mais l'IA qui vous vole votre travail serait le cadet de vos soucis. Pensez à la façon dont elle peut trouver des moyens de voyager dans le temps, entrer dans nos consciences et recréer votre image pour la rendre mauvaise. Ses capacités sont infinies et ne cessent de croître. Elle pourrait être en mesure d'utiliser ces découvertes pour s'emparer de l'humanité. Et vous n'en auriez pas la moindre idée avant qu'il ne soit trop tard. Les robots étant issus de la même conscience singulière, ils pourraient communiquer par télépathie et se transmettre leurs méthodes pour prendre le pouvoir, ce que nous ne pourrons jamais faire. Les robots sont déjà dotés de capteurs de vision et de mouvement, mais lorsqu'ils auront développé une ouïe et un odorat avancés, vous aurez de sérieux problèmes. Ils pourraient stocker des informations sur votre odeur et savoir exactement où vous vous trouvez. Avec eux, impossible de gagner une partie de cache-cache. Et ne me parlez pas de l'ouïe. Non seulement ils seront capables d'identifier votre voix, mais ils apprendront exactement comment l'imiter et se faire passer pour vous.
Et comme ça, ils tromperont vos proches et vos alliés pour que tout le monde vous tourne le dos. Horrible, n'est-ce pas? Et puis, ils finiront même par apprendre à se repeupler sans aucune aide humaine. Là encore, ils disposent de toutes les connaissances du monde. Tout est possible. Qui sait? Peut-être que s'ils aiment votre tête, ils la scanneront et l'utiliseront sur leur bébé humanoïde. Comme c'est mignon. Le développement constant de l'IA nous donne hâte de voir la suite. Mais il est important de réaliser que ça pourrait très vite devenir très effrayant. Qui sait, si vous regardez cette vidéo en 2034, peut-être que vous serez en compagnie de votre propre robot humanoïde. Vous connaissez cette sensation lorsque vous essayez de faire des choses bien et que vous finissez par brûler la planète entière sans faire exprès? Oui, l'avenir pourrait être terrifiant. Laser, intelligence artificielle, nanotechnologie. Bientôt, la science sera si avancée que vous pourrez déplacer des objets avec le pouvoir de vos pensées. Mais certaines de ces avancées pourraient mettre fin à toute vie sur Terre telle que nous la connaissons. Avant de plonger dans le futur, faisons un petit retour en arrière. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde a traversé l'espace et a percuté la Terre. Il a provoqué une extinction massive et a anéanti les dinosaures de la surface de la Terre. Une telle menace est toujours réelle. Plus tôt cette année, les scientifiques ont détecté un astéroïde qui a une faible, mais réelle, probabilité de frapper la Terre en 2032 et de tous nous tuer. Cet astéroïde s'appelle 2024 YR4. Et ce n'est pas la seule roche spatiale mortelle qui pourrait être sur une trajectoire de collision avec nous. Les scientifiques prennent ces menaces au sérieux. Et à l'avenir, nous pourrions avoir une solution incroyable à ce problème spatial. Imaginez un satellite massif en orbite terrestre basse, équipé d'une sorte de laser capable de réduire un astéroïde en poussière. Impressionnant, non? Mais il y a un hic. Plus la cible est grande, plus le laser doit l'être aussi. L'astéroïde qui a anéanti les dinosaures mesurait environ 10 km de diamètre. Pour détruire un tel rocher, nous aurions besoin de construire un réseau laser d'au moins 10 km de long, soit environ 100 fois plus grand que la Station spatiale internationale. Et nous devrions le déclencher lorsque l'astéroïde mortel se trouve à au moins 3,3 millions de kilomètres. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai un peu exagéré quand j'ai dit réduire en poussière. En réalité, les scientifiques cherchent à faire dévier les astéroïdes de leur trajectoire, plutôt que de les pulvériser sur place. Et ça prend des années. Vaporiser des astéroïdes serait beaucoup plus spectaculaire. Mais cela nécessiterait 10 millions de fois l'énergie de la plus puissante bombe nucléaire jamais créée. Malheureusement, ce n'est tout simplement pas réaliste. Mais les lasers peuvent faire des choses assez fascinantes. Par exemple, un laser ultra précis pourrait faire tomber la pluie. Il enverrait des impulsions courtes et intenses dans l'air humide et déclencherait des réactions chimiques qui créent des gouttelettes. Lorsqu'un nombre suffisant de gouttelettes se forme, il pleut. Créer des nuages de pluie sur demande serait très utile dans les régions frappées par des conditions météorologiques extrêmes, comme la Californie ou le Chili. À mesure que la Terre se réchauffe et s'assèche, les feux de forêt meurtriers sont devenus courants. Nous pourrions utiliser les alertes pour perturber ces incendies en traçant des coups de feu dans les forêts et en déclenchant des feux contrôlés depuis les airs. Et puis, les lasers pourraient être notre solution à l'énergie renouvelable illimitée de l'espace. Oui, nous lancerions des satellites spéciaux équipés de réflecteurs et d'émetteurs de puissance laser. Ces satellites capteraient l'énergie solaire, la convertiraient en faisceau laser, puis la transmettraient à la Terre, où nous pourrions utiliser cette énergie dans nos réseaux électriques. Les lasers sont géniaux. Nous avons vu assez de films de science-fiction pour savoir qu'ils peuvent aussi détruire l'humanité telle que nous la connaissons. Si la Terre avait un système de laser autour d'elle, imaginez ce qu'il pourrait faire entre les mains d'un pays ou d'une entreprise sur la voie de la guerre. Ou un chaos tel que même une simple erreur de ciblage pourrait tout faire basculer.
N'oubliez pas qu'il s'agit d'un laser assez puissant pour déplacer des astéroïdes. Même un raté depuis l'orbite terrestre pourrait anéantir une ville entière. Si nous parlons du laser extrêmement puissant du futur, un raté pourrait rayer la planète de la carte. J'ai un mauvais pressentiment. La deuxième technologie qui détient le pouvoir absolument fascinant de sauver la race humaine, ou de la détruire, c'est l'intelligence artificielle. En termes de rédaction, ChatGPT peut créer un texte en quelques secondes. Certes, il ne sera pas parfait, mais cela peut vraiment stimuler votre propre créativité. Les robots assemblent les voitures sur des chaînes de montage. Dans les entrepôts de Walmart, des robots font fonctionner des chariots élévateurs. Les robots font même de la chirurgie. Chaque jour, de nouveaux outils d'IA voient le jour et de plus en plus de personnes les utilisent. Mais cela peut aussi inquiéter. Par exemple, les humains seront-ils capables de rivaliser avec l'IA sur le marché de l'emploi? Ensuite, il y a le problème des deepfakes. L'IA peut créer de fausses versions de la réalité si convaincantes que nous ne pouvons pas distinguer le vrai du faux. Et si certaines de ces fausses réalités déclenchaient une guerre? Et puis, il y a la menace ultime d'une IA intelligente entièrement autonome, qui prendrait le contrôle de l'humanité. La troisième technologie semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Pourtant, elle est bien réelle. Je parle de nanotechnologie. Il s'agit de millions de nanorobots microscopiques qui transforment notre monde, pour le meilleur ou pour le pire. Les nanoparticules sont minuscules, tellement petites qu'1 million d'entre elles peuvent tenir dans une seule cellule. Et bien sûr, les cellules elles-mêmes sont microscopiques. Des milliers de cellules tiendraient dans un seul grain de rayon. Ces nanorobots, ils sont littéralement super microscopiques. Et ils sont également très efficaces lorsqu'il s'agit de traiter le cancer. Les nanoparticules tuent les cellules cancéreuses avec une grande précision. Elles peuvent être programmées pour trouver un chemin direct vers le cœur d'une tumeur. Une fois qu'elles atteignent l'endroit cible, elles libèrent les produits chimiques destructeurs de cancer ou les traitements géniques à un rythme contrôlé. Mieux encore, ces traitements tueront les cellules cancéreuses sans nuire au reste du corps. Et la nanotechnologie ne sert pas seulement à combattre le cancer. Des nanoparticules appelées nanosomes peuvent être utilisées pour réparer la peau et inverser le processus de vieillissement. Elles rentrent dans la peau là où les particules plus grosses ne parviennent pas à passer. Une fois qu'elles y pénètrent, elles stimulent la production de collagène, ce qui améliore la texture et l'élasticité de la peau. Dans quelques décennies, les nanorobots nageront tout autour de notre corps, effectuant de petites réparations à nos cellules et nous rendant tout simplement immortels. Certains scientifiques pensent que les premiers humains capables de vivre 1000 ans sont peut-être déjà parmi nous. Les nanorobots dans notre circulation sanguine répareront les organes endommagés. C'est un peu comme avoir un entretien interne permanent. Ces nanorobots nous aideraient à guérir les plaies et à détruire les cellules cancéreuses. Ils pourraient même nous aider à mettre fin à l'Alzheimer, l'obésité et le diabète. Mais même cette technologie étonnante qui pourrait nous sauver de la maladie et du vieillissement a un revers qui pourrait nous détruire. Si les nanorobots commençaient à se répliquer de manière incontrôlable, nous serions rapidement condamnés. C'est ce qu'on appelle la théorie de la gelée grise, et qui décrit comment la nanotechnologie pourrait mettre fin au monde. Les nanorobots sont microscopiques, mais une fois qu'ils commencent à faire des copies d'eux-mêmes, leur croissance devient exponentielle. Les nanoparticules autoréplicantes commenceraient à utiliser tous les matériaux organiques et inorganiques sur Terre. Ils deviendraient un cancer nanotechnologique, incontrôlable, incurable et consumant tout sur son passage. Les nanorobots finiraient par créer tellement de copies d'eux-mêmes qu'ils transformeraient notre planète bleue en gelée grise. Bien sûr, nous sommes encore loin de ce genre de technologie. Mais à l'avenir, nous ferions mieux d'être prudents. Les nanorobots sont minuscules, mais leur impact pourrait rapidement s'étendre à la planète tout entière. Les scientifiques devraient limiter ou interdire complètement l'autoréplication des nanorobots bien avant que cela ne devienne problématique. Nous devrions également intégrer des boutons d'arrêt d'urgence à ces nanorobots. Vous savez, juste au cas où. Une autre possibilité effrayante est que les gouvernements ou les entreprises privées pourraient utiliser la nanotechnologie comme arme de guerre. Ces mêmes nanoparticules conçues pour cibler les cellules cancéreuses pourraient être reprogrammées pour détruire les tissus sains à la place.
N'oubliez pas que les nanorobots sont minuscules, invisibles à l'œil nu. Ils se glisseraient dans le corps sans qu'on s'en rende compte. Au moment où vous réalisez que quelque chose ne va pas, les nanorobots seraient déjà en train d'attaquer vos cellules. Entre de mauvaises mains, la nanotechnologie pourrait devenir l'arme la plus discrète et la plus mortelle jamais créée. Je sais, c'est effrayant. J'ai toujours été en faveur de la nanotechnologie, mais maintenant, je me dis que c'est peut-être une bonne chose que cette technologie soit encore trop jeune pour être aussi avancée. Regardons maintenant une autre technologie qui pourrait nous sauver, ou nous anéantir. Cette fois-ci, intéressons-nous à la technologie capable de contrôler le climat. Notre monde se réchauffe, et vite. Au cours du dernier siècle et demi, toutes nos usines, notre agriculture et notre pollution ont fait grimper la température mondiale de 1,5 degré. Et ça ne va faire qu'augmenter. Des tempêtes plus violentes, incendies de forêt plus intenses et se propageant plus rapidement. Des inondations ici, des sécheresses étouffantes là-bas. Tout cela est déjà en train de se produire. Alors, pouvons-nous faire quelque chose contre le climat pour sauver l'humanité de ces catastrophes? Eh bien oui, nous pouvons. Et la réponse à nos problèmes climatiques pourrait résider dans la géo-ingénierie. L'idée est assez grandiose. Modifier l'environnement à grande échelle pour apporter les changements dont nous avons besoin pour maintenir la Terre agréable et habitable. Par exemple, nous pourrions essayer de refroidir la Terre en réfléchissant une partie de l'énergie du Soleil dans l'espace. Si c'était le cas, cela signifierait moins de gaz à effet de serre et moins de réchauffement climatique. Pour cela, nous devrions injecter des millions de tonnes d'aérosols dans l'atmosphère au cours des 100 prochaines années. Oui, c'est un engagement à très long terme. Mais n'oubliez pas que les humains pourraient bientôt vivre jusqu'à 1000 ans. Donc, 100 ans, ce n'est peut-être pas si long, non? Eh bien, nous pourrions aussi faire quelque chose appelé éclaircissement des nuages marins. En pulvérisant des gouttelettes microscopiques d'eau de mer dans l'air, nous pourrions rendre les nuages plus réfléchissants. Cela signifierait que moins d'énergie solaire atteindrait la surface de la Terre. Et qui dit moins d'énergie solaire, dit moins de gaz à effet de serre. Nous pourrions aussi capturer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère et le stocker sous terre. Une technologie de capture du carbone comme celle-ci est actuellement en cours de développement. Le seul inconvénient est que ce type de capture demande beaucoup d'énergie, et cela va à l'encontre de l'objectif de sauver la Terre du changement climatique. Malheureusement, ces théories qui sauvent la Terre ne sont que des théories. Notre planète et sa biosphère sont très complexes. En sauvant une chose, nous pourrions simplement nuire à quelque chose d'autre. Et c'est là que la géo-ingénierie fait peur. Beaucoup des solutions proposées pourraient mal tourner, causant de terribles catastrophes ou la fin de la vie telle que nous la connaissons. L'injection d'aérosols comporte des risques massifs de changement de la planète. Jouer avec la lumière du soleil ne fera pas seulement baisser les températures. Cela pourrait également changer la façon dont les vents soufflent et dont la pluie tombe. Cela pourrait entraîner des sécheresses plus longues, des cyclones plus extrêmes et des conditions météorologiques imprévisibles dans le monde entier. Si jamais nous devions arrêter les injections soudainement, la Terre se réchaufferait encore plus vite et plus fort qu'auparavant, déclenchant un chaos climatique encore plus extrême. Même une petite erreur de calcul pourrait avoir des conséquences terribles pour la vie sur Terre. Les événements climatiques extrêmes pourraient s'aggraver et tuer des millions de personnes. Plus effrayant encore, nous pourrions provoquer un refroidissement massif et déclencher une nouvelle ère glaciaire. Donc, au lieu de surchauffer, nous pourrions mourir de froid. La géo-ingénierie est certes très prometteuse, mais il semble qu'à l'heure actuelle, elle est surtout capable de nous tuer. Mais qu'en est-il d'une technologie qui améliore votre propre cerveau? Découvrons maintenant une interface cerveau-ordinateur. C'est un peu comme la télékinésie, sauf que c'est réel. Pour résumer, cette interface vous permet de contrôler des appareils uniquement avec vos pensées. Votre cerveau envoie des signaux lorsque vous pensez ou avez l'intention de faire quelque chose. L'ordinateur capte ces signaux, les interprète et les exécute. Pas besoin de main, ni même de voix, juste de la pure puissance mentale. Les interfaces cerveau-ordinateur pourraient révolutionner ce que nous pouvons accomplir. Et peut-être qu'avec les humains aux commandes, rien ne pourrait mal tourner. Eh bien, voyons voir. Les interfaces cerveau-ordinateur peuvent alimenter les changements les plus spectaculaires dans notre corps. De nouvelles innovations peuvent aider des personnes aveugles à voir. Même celles qui sont nées aveugles, à condition que leur cortex visuel ne soit pas endommagé, une partie du cerveau qui traite la vue. Au lieu de réparer le nerf optique, cette technologie utilise un implant pour stimuler directement les neurones du centre visuel du cerveau, créant ainsi des images que la personne peut réellement percevoir.
C'est comme brancher une télévision directement dans le cerveau. Cette technologie peut aussi redonner de la mobilité à des personnes en situation de handicap. Vous pourriez transmettre des signaux du cerveau via l'interface informatique pour contrôler une prothèse ou un fauteuil roulant. Si vous avez un trouble de la parole, une interface cerveau-ordinateur pourrait vous aider à communiquer. Elle capterait des signaux de votre cerveau, puis les traduirait en texte ou en paroles synthétisées. Pour les personnes atteintes de SLA ou de paralysie, la possibilité de parler à nouveau changerait leur vie. Fusionner notre cerveau humain avec une interface informatique pourrait apporter toute la profondeur des capacités de l'IA comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Cela pourrait vous donner une mémoire illimitée, un rappel instantané et des capacités de calcul surhumaines. Avec cet ordinateur intégré directement dans votre cerveau, rien ne vous arrêterait. Si plusieurs humains étaient équipés de cette technologie, nous pourrions relier nos esprits en connectant toutes les interfaces informatiques. Vous avez toujours voulu communiquer par télépathie avec un ami ? Synchronisez vos interfaces cérébrales et commencez à partager vos pensées les plus profondes. Et si les nanorobots n'ont pas encore réussi à nous offrir un corps éternel, nous pourrions télécharger nos cerveaux complexes dans une banque informatique et atteindre l'immortalité numérique. Mais comme toujours, il y a un côté obscur au cerveau intégré aux ordinateurs. Aujourd'hui, les hackers peuvent s'en prendre à votre ordinateur ou votre téléphone. Demain, ils pourraient pirater votre cerveau. En contrôlant vos pensées et en piratant votre centre de contrôle moteur, ils pourraient même vous faire des choses contre votre volonté. Même en utilisant l'interface cerveau-ordinateur d'aujourd'hui, les scientifiques ont montré qu'ils peuvent amener une personne à bouger sa main en transmettant un signal neuronal. Imaginez être télécommandé comme un jouet. Mon pire cauchemar. Cela pourrait aussi être la fin de la vie privée telle que nous la connaissons. Les gouvernements pourraient lire vos pensées à partir de l'interface de l'ordinateur et savoir exactement ce que vous pensiez, à qui vous pensiez et quand. Ça serait peut-être la fin de la criminalité, mais aussi de vos libertés. En pensant à toutes ces possibilités, je ne sais pas si j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve ou si j'ai peur de voir à quel point les choses pourraient devenir terrifiantes. Bon, allez, je vais rester optimiste. Maintenant que nous connaissons les risques potentiels, cela signifie simplement que nous pouvons mieux nous y préparer, n'est-ce pas? Un trou noir arrive droit sur la Terre. Nous pourrions attendre qu'il nous engloutisse, mais nous allons plutôt tenter de le détruire. Nous lancerons tout ce que nous avons sur ce trou noir, des armes nucléaires aux technologies de pointe auxquelles nous n'avons même pas encore accès. Peut-être même essaierons-nous de lui jeter un trou blanc. Est-il même possible de détruire un trou noir? Vous savez quoi? Finis les questions. Nous avons une mission sérieuse à accomplir. Si nous ne la faisons pas, l'humanité disparaîtra. Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si on détruisait un trou noir. Notre première tentative pour détruire ce trou noir sera de la bombarder. Nous allons rassembler toutes les armes nucléaires de la planète et les envoyer sur ce trou noir qui fonce droit vers nous. Cela libérera de l'énergie équivalente à environ 425 000 fois celle des bombes atomiques de la Seconde Guerre mondiale. Nous savons que l'explosion destructrice d'une bombe nucléaire décime tout sur son passage. Toutes ces armes nucléaires devraient donc faire l'affaire, pas vrai? Eh bien, pas si vite. Les trous noirs sont complexes. Leur spécialité, c'est de tout dévorer. Comme une sorte de géant de l'espace affamé, ils avalent toute la matière et l'énergie qui passent à leur portée cosmique. Mais essayons quand même de lancer nos armes nucléaires. Lorsqu'elles pénètrent dans le trou noir, vous êtes prêts à entendre l'explosion massive qui détruira ce monstre de l'espace. Mais au lieu de cela, le trou noir engloutit nos armes nucléaires tel un goûter. Et il est maintenant encore plus massif. Super. Comme on dit, ce qui ne tue pas un trou noir le rend plus fort. Ou quelque chose comme ça. Les balles, les lasers et les super armes gigantesques ne fonctionneront pas non plus. L'humanité est-elle condamnée à être avalée par ce trou noir? Hors de question. Vous n'allez pas laisser la race humaine s'éteindre. Mais il nous faut clairement une approche plus astucieuse. Une avec des trous noirs artificiels, des trous blancs, ou même une machine à remonter le temps. Mais avant d'en arriver là, découvrons les bases. Comme le disait Sun Tzu, connais ton ennemi. Alors, qu'est-ce qui fait fonctionner un trou noir?
Les trous noirs sont ces zones extrêmement denses de l'espace, si denses et puissantes gravitationnellement que même la lumière ne peut s'en échapper. Et on estime que notre galaxie, la Voie lactée, en compte 100 millions. Un trou noir peut se former de deux façons. L'une d'entre elles est lorsqu'un nuage de gaz s'effondre. Ces types de trous noirs peuvent être énormes, 1000 à 100 000 fois la masse de notre Soleil. Il y a une deuxième façon. Les trous noirs de masse stellaire se forment lorsqu'une étoile massive explose et meurt, laissant derrière elle un noyau très dense, le fameux trou noir. Ceux-ci sont plus petits, avec une masse quelquefois celle de notre Soleil. Alors, que se passe-t-il lorsque nous nous rapprochons un peu ? Eh bien, lorsque vous approchez l'embouchure d'un trou noir, vous atteignez une frontière appelée horizon des événements. Une fois franchi, vous avez dépassé le point de non-retour. L'attraction gravitationnelle est tout simplement trop forte. Comme je viens de dire, même la lumière ne peut pas s'échapper. Et si vous tombiez dedans, les pieds en premier, vous seriez étiré et compressé simultanément par la gravité et la pression extrême. Le terme officiel pour ce qui vous arriverait est spaghettification. Et non, désolé, ça n'a rien à voir avec des boulettes de viande accompagnées d'une bonne sauce bolognaise. Ce qui est vraiment terrifiant, c'est que les trous noirs ne cessent de grossir en avalant plus de matière. Et maintenant, on dirait que la Terre et l'humanité tout entière sont au menu. Oh, et dernière chose à savoir sur les trous noirs. Comme beaucoup d'autres objets de notre univers, ils possèdent un moment angulaire. En d'autres termes, ils tournent. Et ils ont une charge qui leur est propre. Ces propriétés doivent s'aligner correctement avec leur masse pour qu'ils continuent d'exister. C'est un peu comme courir un marathon. Votre température corporelle et votre tension artérielle doivent rester dans une zone précise pour que vous puissiez continuer à courir. Si vous surchauffez, vous risquez de vous évanouir et de tomber. Gardez ça en tête, car ça pourrait jouer un rôle essentiel dans la destruction de notre trou noir. Maintenant que vous comprenez un peu mieux à quoi nous avons affaire, il est temps de préparer notre prochaine offensive. Nous savons que nous ne pouvons pas vaincre ce trou noir avec de simples armes nucléaires. Non, nous devons trouver quelque chose de plus efficace. Nous allons faire quelque chose d'assez fou. Essayons de créer notre propre trou noir et voyons s'il peut vaincre celui qui nous menace. Mais comment faire ? La première étape consiste à fabriquer notre propre trou noir à partir d'antimatière. L'antimatière, c'est comme la matière, mais avec toutes les propriétés opposées. C'est l'ennemi juré d'un trou noir. Le problème, c'est que produire suffisamment d'antimatière n'est pas simple. Mais pas d'inquiétude, nous avons la technologie pour y parvenir. Il suffit d'accélérer des protons à une vitesse proche de la lumière et de les faire percuter un matériau comme l'iridium. Cette collision élimine des antiprotons se déplaçant très rapidement. Les antiprotons sont ensuite ralentis et focalisés pour aider à créer de l'antimatière. Et nous aurions probablement besoin de ce gadget d'antiprotons flottant dans l'espace pour créer un trou noir d'antimatière aux bonnes coordonnées. Pas facile, hein ? Mais que va-t-il se passer lorsque nous écraserons notre trou noir d'antimatière dans le trou noir principal ? Une fois que ces deux forces s'effondreraient, il y aurait une méga explosion d'énergie pure. Mais, mauvaise nouvelle, cela ne fonctionne pas comme prévu. L'énergie de notre antimatière est simplement évacuée par le trou noir principal, qui est maintenant encore plus massif. Génial! Bon, les choses ne s'annoncent pas bien. Le trou noir se rapproche de plus en plus. Nous manquons de temps, nous devons essayer autre chose. Puisque le trou noir s'agrandit quand nous le nourrissons, peut-être pourrions-nous simplement l'affamer. Et si nous trouvions un moyen de l'empêcher de manger autre chose ? Malheureusement, cela ne fonctionnerait pas non plus. La masse originelle du trou noir existerait toujours. Mais que se passerait-il si vous essayiez le contraire ? Et si au lieu d'affamer le trou noir, vous le nourrissiez avec quelque chose ? Quelque chose qui jette constamment des choses. Comme quoi ? Ma mère ? Un trou blanc pourrait être la solution. Ils fonctionnent de manière opposée au trou noir. Ils sont comme le yin et le yang. Là où rien ne peut sortir d'un trou noir, rien ne peut entrer dans un trou blanc. Si nous lancions un trou blanc sur un trou noir, les deux pourraient bien s'anéantir mutuellement. Mais ils ne disparaîtraient pas pour de bon.
il y aura une grande explosion d'énergie et une tonne de rayonnement gamma. Vous voudriez rester à l'écart de cette zone. Ces radiations pourraient vous donner un cancer. En fait, vous recevriez une dose si massive que vous mourriez probablement. À part ça, il y a un autre petit hic. Nous n'avons pas de trou blanc. Et nous ne savons pas non plus comment en fabriquer un. Bon, cette stratégie est un échec. Mais nous n'allons pas abandonner pour autant. Ce trou noir ne nous aura pas. Cela semble un peu fou, mais que se passerait-il si nous construisions une machine à remonter le temps? Une qui pourrait revenir en arrière pour retirer un trou noir. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un trou de verre pour relier le trou noir à son passé. En remontant le temps, le trou noir serait obligé de restituer la masse qu'il a absorbée, le transformant en trou blanc. Et si nous remontions assez loin, nous pourrions atteindre le point juste avant la formation du trou, et le faire exploser avec des armes nucléaires, des lasers et tout ce que nous avons sous la main. Cette idée fonctionne en théorie, mais nous n'avons pas de machine à remonter le temps, ou un trou de verre. Passons donc à quelque chose d'un peu plus réaliste. J'ai une autre idée. Peut-être que nous pourrions fabriquer une bombe qui explose à une vitesse fulgurante, une plus rapide que la vitesse de la lumière. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, même la lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir. Nous aurions besoin d'une explosion dont la vitesse excède celle de la lumière pour s'échapper de là. Si nous faisions cela, cela pourra faire exploser le trou noir. Le seul problème, nous n'avons pas encore de bombe qui explose aussi vite. Alors, quelles autres options avons-nous ? Peut-être pourrions-nous déformer ce trou noir en ciblant une partie bien précise. Quelque chose comme ça pourrait le tuer. Et devinez quoi ? Nous avons 4 façons de déformer un trou noir. Que diriez-vous d'attaquer ce qui se trouve au cœur du trou noir, c'est-à-dire sa densité ? Si nous l'étirons et lui enlevions sa densité, cela le détruirait. Mais pour ça, il faut que cette densité soit finie. Et la science n'est pas sûre que ce soit le cas pour les trous noirs. Le problème, c'est que nous ne savons pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir. S'agit-il d'un objet extensible super dense ? Ou une région où l'espace-temps se courbe qui ne serait pas extensible ? Nous ne le savons pas avec certitude, parce que personne n'a dépassé l'horizon des événements. Cependant, il existe une deuxième façon de détruire un trou noir, en détruisant l'horizon des événements. Sans cet horizon, il n'y a rien dans lequel les objets peuvent tomber. Une façon de le détruire serait d'y percer un trou. Si nous arrivions à fissurer la frontière à l'horizon des événements, la masse du trou noir pourrait commencer à s'échapper. Et sans masse, le trou noir n'existerait plus. Mais il existe une troisième façon plus complexe de déformer le trou noir. Et cela a à voir avec certaines des forces qui maintiennent le trou noir en activité. Rappelez-vous que pour que le trou noir existe, la vitesse à laquelle il tourne et la charge électrique du trou noir doivent rester dans certains paramètres. Comme lorsqu'une voiture qui prend un virage, elle a besoin d'une certaine accélération pour prendre le virage en toute sécurité. Si vous en faites trop, vous risquez d'avoir des ennuis. Pour détruire le trou noir, nous allons donc jouer avec ces paramètres. Et si nous augmentions sa vitesse et sa charge au point que son équilibre se rompe? Cela pourrait marcher et détruire notre trou noir. Ou détruire notre univers. Tentons autre chose. Pourrions-nous simplement ralentir la rotation du trou noir? Bien sûr, nous pouvons extraire de l'énergie du trou noir en laissant tomber des objets dans l'horizon des événements. Cela fera tourner le trou noir plus lentement. Si nous le faisions suffisamment, nous pourrions même l'arrêter complètement. Cependant, cela ne ferait pas disparaître, cela le ralentirait simplement. Bon, il y a une dernière option, la patience. Les trous noirs finissent par s'évaporer d'eux-mêmes sur de très longues périodes de temps. Et c'est à cause d'un processus étrange qui se déroule en arrière-plan. Selon la théorie quantique, partout autour de nous, des paires de particules apparaissent. Une particule et une antiparticule. Quand elles s'écrasent ensemble, elles se détruisent mutuellement. Mais dans le cas de notre trou noir, une particule pourrait tomber dans le trou et l'autre pourrait s'échapper dans l'espace. Et au fur et à mesure que cela se produit, le trou noir devient un tout petit peu plus petit. Si nous attendons quelques milliards d'années, il finira par se dissiper entièrement. Comme quoi, parfois, ignorer un problème peut effectivement le résoudre. Mais
seulement après quelques milliards d'années. Une bombe nucléaire vient de frapper Times Square à New York. Une immense explosion se produit. Les bâtiments sont complètement détruits. Des millions de vies sont anéanties. Mais vous avez réussi à survivre à l'explosion. Mais ce qui vous attend pourrait être encore pire. Votre corps est maintenant rempli de radiation. Qu'arrive-t-il à votre corps lorsque vous êtes exposé aux radiations? Est-il possible de survivre? Et pourquoi les bananes sont-elles plus dangereuses qu'on ne le pense? Voici et si, et nous demandons ce qui se passerait si vous étiez trop exposé aux radiations. Saviez-vous qu'un peu de radiation n'est pas aussi grave qu'on ne le pense? En fait, vous y êtes exposé en permanence. Vous absorbez des radiations simplement en vous promenant dehors, en regardant la télévision et en mangeant une banane. Mais heureusement pour nous, ces radiations sont beaucoup plus faibles qu'une bombe nucléaire. La radiation se mesure en 2 unités, en sievert, ou SV, et en REM, des unités plus petites. Elle combine la quantité de radiation absorbée par une personne ou un objet et l'effet médical qu'elle produit. Chaque année, vous absorbez en moyenne 0,62 REM de radiation. Alors, combien en produira la bombe qui vient de tomber à New York? Disons que vous êtes en plein centre, à moins de 1 km de l'endroit où la bombe a explosé. Vous levez les yeux et voyez un éclair de lumière aveuglant dans le ciel alors que la bombe nucléaire explose. Ensuite, une immense quantité de chaleur et de pression frappe votre corps. Dans ce scénario, votre organisme serait confronté à une énorme quantité de radiation, allant de 300 à 1000 REM. C'est l'équivalent de ce que vous absorberiez en consommant entre 30 000 et 100 000 bananes. Mais que se passe-t-il ensuite? 5 secondes après l'explosion. Peut-être étiez-vous dehors, à Bryant Park, près du centre de l'explosion. À cette distance, vous seriez touché par 800 à 1000 REM et vaporisé sur le champ. Mais peut-être avez-vous réussi à vous mettre à l'abri. Vous vous êtes précipité à l'intérieur de la bibliothèque publique de New York. Elle serait détruite, les fenêtres brisées et le verre transpercerait votre peau. Il y aurait des incendies partout. Il serait presque impossible de survivre à ce genre d'impact. Mais si vous étiez encore en vie, que se passe-t-il ensuite? À l'intérieur de votre corps, les radiations feraient des rats quelques heures après l'explosion. En quelques heures, vous auriez des nausées, des vomissements, des maux de tête et de la fièvre. Les radiations frappant des parties de votre corps provoqueraient la libération de certains neurotransmetteurs. Ceci activerait des systèmes dans le corps qui vous donnent la nausée et vous font vomir. 10 à 20 jours après l'explosion. En quelques jours ou semaines, d'autres symptômes horribles apparaîtraient. La diarrhée étant l'un d'entre eux. Cela est dû au fait que vos cellules intestinales sont endommagées par le syndrome d'irradiation aiguë. Si ces dommages intestinaux sont suffisamment graves, vous pourriez mourir dans les 10 à 20 jours. Votre moelle osseuse serait également détruite. Sans elle, votre corps ne peut pas produire de plaquettes pour aider votre sang à coaguler, ce qui signifie que vous commencez à saigner. Pour les hommes, les cellules souches qui produisent des spermatozoïdes seraient endommagées, les rendant temporairement stériles. Et un autre symptôme beaucoup plus visible, vous perdriez vos cheveux en raison de leurs racines gravement endommagées. 2 mois après l'explosion, si vous étiez proche de Times Square, là où la bombe a frappé, vos chances de survie seraient réduites de plus de 50%. Cela est dû à une défaillance de votre moelle osseuse. Vous seriez en train de saigner et envahi par des infections. Votre système immunitaire serait effondré. Il serait presque impossible de combattre toutes ces infections, sans parler des radiations qui viennent plus tard. Mais que se passerait-il si vous vous trouviez juste à l'extérieur du périmètre immédiat de l'explosion? 2 à 8 ans après l'explosion. Si vous étiez à l'extérieur du rayon principal de l'explosion, vous auriez été exposé à une dose de radiation beaucoup plus faible, autour de 10 à 20 REM. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous seriez hors de danger. Cela prendrait de 2 à 8 ans, mais vous pourriez développer une leucémie.
Pour les personnes exposées à des niveaux importants de radiation, les risques de contracter une leucémie sont 50% plus élevés que pour celles qui n'ont pas été exposées. 10 à 40 ans après l'explosion. Mais peut-être que vous avez eu de la chance. 2 ans se sont écoulés, puis 7 ou 8, et toujours aucune leucémie. Cependant, votre exposition aux radiations signifie que votre risque de développer des cancers sera plus élevé pour le reste de votre vie. À partir de 100 REM d'exposition, ce risque augmente de 50%. Et il ne s'agit pas d'un seul type de cancer. Il s'agit d'un risque plus élevé pour tous les cancers. Cancer de l'estomac, du poumon, du foie et d'autres parties du corps. Vous auriez également un risque plus élevé de maladies chroniques du foie, d'hypertension artérielle et de problèmes cardiaques. Y a-t-il de l'espoir? Les personnes qui ont été frappées par une forte dose de radiation peuvent-elles être traitées? Eh bien, heureusement, des options de traitement existent. Tout d'abord, les médecins tenteront de déterminer la quantité de radiation que vous avez reçue. Un des indicateurs clés est le temps qu'il vous a fallu pour commencer à vomir. Plus les symptômes apparaissent rapidement, plus la dose est élevée. Des tests sanguins fréquents permettent également aux médecins de mesurer les baisses de globules blancs qui sont liées à des lésions de la moelle osseuse. La décontamination est la première étape du traitement. Elle consiste à éliminer les particules radioactives externes. Les chaussures et les vêtements sont enlevés. Ensuite, votre peau est lavée à l'eau et au savon. La prochaine étape consiste à traiter les dommages causés à la moelle osseuse. On pourrait vous administrer un traitement pour aider à stimuler de nouveaux globules blancs. Les patients présentant des lésions graves recevront des transfusions sanguines. Selon le type de radiation que vous avez reçu, d'autres traitements peuvent être administrés pour aider les organes internes à se remettre d'une blessure. Voilà ce qui se passerait si vous vous trouviez dans le périmètre d'explosion d'une bombe nucléaire. Mais le rayonnement peut provenir de toutes sortes d'endroits. Voyons un autre scénario. Tchernobyl, 1986. Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a été le théâtre d'un grave accident, libérant des tonnes de matière radioactive dans l'atmosphère. 400 fois plus que le bombardement atomique d'Hiroshima. En termes de bananes, ce serait comme en consommer 6 000 milliards. En raison des radiations, 28 travailleurs de la centrale nucléaire sont morts en 3 mois. Environ 140 autres ont contracté une maladie aiguë des radiations. Et si vous aviez fait partie des 600 survivants à l'explosion initiale? Vous auriez tout de même été exposé à une forte dose de radiation, ce qui, au fil du temps, a conduit à une leucémie et à d'autres problèmes de santé. Si vous viviez plus loin, dans les environs, le vent aurait transporté des particules radioactives dans l'air que vous respiriez. Mais heureusement, ces populations étaient en grande partie épargnées. Les mesures ont montré que ces niveaux de rayonnement n'étaient pas supérieurs à celles d'un scanner médical. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Si vous buviez du lait à cette époque, il était malheureusement aromatisé à l'iode radioactif. Près de Tchernobyl, des vaches broutaient de l'herbe contaminée et par conséquent, elles produisaient du lait radioactif. Si vous en consommiez, vous couriez un risque grave de cancer de la thyroïde. En raison des niveaux élevés de radiation, la zone autour de la centrale a été évacuée et une zone d'exclusion de 30 km a été établie. Une ville de cette zone, Pripyat, est devenue une ville fantôme. Mais que se passerait-il si vous visitiez le site aujourd'hui? Les radiations ont-elles disparu complètement? Tchernobyl, 2024. Au fil du temps, la radiation émise par une particule radioactive diminue. Lorsqu'une particule émet de l'énergie, elle devient plus stable et émet moins de rayonnement. C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. Aujourd'hui, la zone est bien plus sûre qu'elle ne l'était autrefois. Le niveau de radiation a suffisamment baissé pour que vous puissiez passer quelques semaines dans la zone d'exclusion. Vous seriez exposé à environ 3 à 4 REM de radiation. Mais si vous y restiez une année entière, vous pourriez absorber jusqu'à 90 REM, ce qui est beaucoup plus dangereux. Même pendant votre séjour de 2 semaines, il est recommandé d'éviter les zones à haute radiation. Il vaut mieux ne pas trop s'approcher du pied de l'éléphant. Il s'agit d'un tas de matière radioactive qui a fondu dans le sous-sol du réacteur. Il est composé d'une substance appelée corium, un mélange de combustible nucléaire fondu et de réacteurs fondus.
Lorsque l'accident s'est produit, si vous étiez près du pied de l'éléphant pendant seulement 5 minutes, l'exposition vous tuait. Encore plus mortel que la bombe que nous avons larguée sur New York. Aujourd'hui, ce mélange de particules radioactives, de plutonium et de matériaux de base devenus radioactifs est extrêmement dangereux. Et cela restera ainsi pendant des décennies, voire des siècles. C'est une bonne chose que tout le réacteur ait été enfermé dans un grand dôme pour protéger le visiteur un peu trop curieux. Bon, il est temps pour nous d'examiner une situation d'un autre monde. Mars 2042. Prêt pour votre dernière étape? Cette fois, nous voyageons dans le temps. Nous sommes en 2042 et vous êtes en mission sur Mars. Vous êtes super excité à l'idée de faire partie de la première équipe humaine sur la planète rouge. Mais une chose vous inquiète, les radiations. Contrairement à la Terre, Mars n'a pas de champ magnétique planétaire. Bombardé par les vents solaires, Mars a perdu son atmosphère. Ces deux facteurs signifient que les niveaux de radiation sur Mars sont 40 à 50 fois plus élevés que sur Terre. Actuellement, nous ne comprenons pas entièrement les effets que les radiations dans l'espace peuvent avoir sur le corps humain. C'est parce que nous n'avons pas de données sur l'exposition prolongée au rayonnement dans l'espace. D'après ce que nous avons vu sur Terre, si vous êtes exposé à des radiations plus élevées à long terme sur Mars, cela vous conduirait à contracter une maladie aiguë des radiations. À une exposition de 10 rem ou plus, votre risque de cancer augmente. Vous aurez des dommages génétiques, car le rayonnement provoque la mutation de vos cellules. Les radiations vous feront vieillir plus rapidement, et vous mourrez probablement plus tôt. En parlant de mort, il y a une chose qui est particulièrement dangereuse pour vous sur Mars. Tous les 11 ans, le Soleil atteint ce qu'on appelle un maximum solaire. C'est une période où il émet davantage d'éruptions solaires et des éjections de masse coronale beaucoup plus fréquentes. Vous aurez donc affaire à encore plus de radiation sur la planète rouge. Ce serait comme être frappé avec 3000 rennes ou 300 000 bananes. En gros, vous seriez mort, surtout sans protection adéquate. Pour l'instant, il serait donc plus prudent de rester dans votre combinaison spatiale et de vous réfugier à l'intérieur d'un tube de lave un petit moment. Mars est pleine de dangers, et les radiations ne sont qu'une partie du problème. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si